Il s'est passé un incident dans la paisible petite ville d'Oklahoma qui a bouleversé les habitants locaux. L'histoire a commencé un soir ordinaire de mai 1997, lorsqu'une mère mettait comme d'habitude ses filles au lit. Mais le matin du lendemain apporta une découverte inattendue. L'une des filles avait mystérieusement disparu de son lit. Quand les enquêteurs ont pris en charge l'affaire, il devint clair que l'enfant ne pouvait pas avoir quitté la maison volontairement. Malgré des indices prometteurs trouvés sur les lieux, l'enquête a duré de nombreuses années. Quand les enquêteurs ont enfin résolu ce mystère, le résultat a choqué tous les impliqués. Le personnage principal de cette histoire était Kirsten Hitzfeld, née le 12 février 1988 dans la petite ville de Berstadt. Le destin de la jeune fille n'a pas été facile dès le début. Son père a quitté la famille, peu de temps après sa naissance. La mère de Kirsten, Shannon, a dû emménager avec sa fille chez ses parents. Après 2 ans, elles ont trouvé leur propre maison. Bientôt, un nouvel homme est apparu dans la vie de Shannon. Et de cette union est née une autre fille, Faith. Mais ce mariage non plus n'a pas duré longtemps et la femme s'est retrouvée seule avec 2 enfants. Malgré son jeune âge, Kirsten s'est révélée être une sœur aînée attentionnée, aidant sa mère à s'occuper de Faith. Cela l'a rendue très autonome pour son âge. Les sœurs partageaient une chambre tandis que leur mère dormait dans la pièce voisine. Le soir fatidique du 13 mai 1997, alors que Kirsten avait 8 ans et Faith 3 ans, Shannon a mis ses filles au lit comme d'habitude. Elle leur a lu une histoire jusqu'à ce que la plus jeune s'endorme. Pour ne pas la réveiller, la femme a souhaité une bonne nuit à sa fille aînée et est allée dans sa chambre, laissant la porte entr'ouverte, au cas où l'une des filles appellerait pendant la nuit. Vers 3 heures du matin, Shannon s'est soudainement réveillée à cause de bruits étranges venant de la chambre des enfants. Pensant que ses filles s'étaient réveillées, elle est allée vers leur chambre. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, les bruits cessèrent. Elle pensa que les filles s'étaient rendormies et s'apprêtaient à retourner se coucher. Puis, elle remarqua une chose inhabituelle. La porte de la chambre des enfants était complètement fermée, bien qu'elle soit habituellement entr'ouverte. La mère pensa que peut-être l'une des filles avait fermé la porte ou qu'elle avait oublié de la laisser ouverte. Shannon ouvrit légèrement la porte mais décida de ne pas entrer pour ne pas perturber le sommeil des enfants. Le lendemain matin commença comme d'habitude. Vers 6h30, Shannon alla réveiller ses filles. En entrant dans la chambre, elle ne trouva que la plus jeune, Faith, dans le lit. À la question de savoir où était Kirsten, Faith ne put répondre. La mère inquiète fouilla toute la maison, mais sa fille aînée était introuvable. En espérant que Kirsten soit peut-être allée chez son grand-père, qui habitait à proximité, Shannon appela son père. Mais lui non plus n'avait pas vu sa petite fille. Lorsque Shannon réalisa la gravité de la situation, elle se tourna vers la police. Les enquêteurs arrivés sur place pensèrent d'abord que la jeune fille pouvait s'être cachée quelque part dans la maison ou être partie se promener. Dans leur petite ville tranquille, de tels incidents avec des enfants, surtout depuis leur propre maison, n'avaient jamais eu lieu. Mais il devint bientôt clair que la situation était beaucoup plus compliquée qu'on ne l'avait initialement supposé. En fouillant la chambre de Kirsten, les enquêteurs découvrirent sur le rebord de la fenêtre des traces qui suscitaient une grande inquiétude. En fouillant autour de la maison, les policiers trouvèrent près de la fenêtre un vêtement de la jeune fille avec des traces que Shannon confirma être celles de sa fille. Quand les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux, ils se trouvèrent face à une situation inquiétante qui indiquait la possible disparition d'un enfant. Des forces supplémentaires furent immédiatement mobilisées pour soutenir les investigations. La mère de la jeune fille raconta aux agents un bruit étrange qui l'avait réveillée vers 3 heures du matin. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprit que ce moment pouvait être lié à la disparition de sa fille. Les recherches autour de la maison n'aboutirent à aucun résultat et les enquêteurs commencèrent à interroger les voisins. Malheureusement,
personne ne remarqua rien d'inhabituel cette nuit-là. Le seul indice était le témoignage d'un voisin qui avait entendu aboyer un chien vers 3 heures du matin, ce qui correspondait à l'heure présumée de l'incident. Faute de pistes claires, les enquêteurs se tournèrent vers un psychologue pour enfants afin de parler avec Faith, la sœur cadette de 3 ans de la disparue Kirsten. Malgré son jeune âge, la fillette semblait avoir été témoin de l'incident, mais elle ne pouvait que répéter qu'un homme méchant avait emmené sa sœur. Cela confirmait la nature involontaire de la disparition de Kirsten, mais n'apportait aucun détail supplémentaire pour identifier le possible coupable ou l'endroit où se trouvait la jeune fille. Au début, les soupçons se portèrent sur quelqu'un du proche entourage de Kirsten, car il semblait peu probable qu'un étranger ait pu entrer dans sa chambre sans être remarqué. Sur la base de cette théorie, les enquêteurs découvrirent que la mère de la jeune fille avait des problèmes avec des substances interdites. Les enquêteurs n'excluaient pas que la disparition puisse être liée à cela. L'hypothèse émergea que Shannon pouvait avoir des dettes envers des personnes indésirables, qui auraient pu exiger un remboursement de cette manière. Une autre théorie, encore plus inquiétante, fut également envisagée. Les enquêteurs considérèrent la possibilité que la mère soit impliquée dans la disparition de sa fille. Cette hypothèse, bien qu'elle semble peu probable, nécessitait une vérification approfondie dans le cadre de l'enquête globale sur la mystérieuse disparition de Kirsten. Les autorités décidèrent de s'adresser au public via les médias, espérant obtenir des indices liés à cette affaire. La réaction ne se fit pas attendre. De nombreux appels affluèrent à la police. Les enquêteurs examinèrent chaque signalement avec soin, bien que la plupart ne contiennent aucune information précieuse. Cependant, les enquêteurs tombèrent bientôt sur une piste inquiétante. Une des appelantes exprima des soupçons envers son partenaire. Selon ses dires, il mentionna le nom de Kirsten de manière menaçante lors d'une dispute. Cet homme attira particulièrement l'attention de la police lorsqu'il fut révélé qu'il connaissait l'oncle de la fille. Cette découverte souleva de nouvelles questions. La maison où Kirsten vivait avec sa mère et sa sœur appartenait auparavant à ce parent. Les enquêteurs supposèrent que le suspect connaissait le plan de la maison. De plus, cet homme avait déjà eu des ennuis avec la loi par le passé. Lors de l'interrogatoire, l'homme affirma cependant qu'il se trouvait dans un bar la nuit où Kirsten disparut. Son témoignage fut corroboré par plusieurs témoins qui déclarèrent l'avoir vu là-bas, jusqu'à environ 4 heures du matin. En même temps, les enquêteurs s'entretenaient avec Shannon, la mère de la fille. Elle insista sur le fait qu'elle n'aurait jamais permis que quelque chose arrive à sa fille. Malgré ses protestations, les enquêteurs hésitèrent à la disculper des soupçons, bien qu'ils ne trouvèrent aucune preuve de son implication dans l'incident. L'absence de bruit au moment de la disparition de Kirsten resta un mystère pour les enquêteurs. Ils continuèrent d'examiner toutes les théories possibles pour résoudre le mystère de cette affaire inexplicable. Après le premier signalement de sa disparition, les autorités examinèrent de nombreuses hypothèses, mais toutes se révélèrent infructueuses. L'enquête s'étira sur plusieurs mois, et l'espoir d'une fin heureuse s'amenuisait de jour en jour. Shannon, la mère de la fille, ne pouvait pas rester inactive. Dès le début, elle fit tout pour retrouver sa fille. Elle parlait aux médias locaux, distribuait des tracts et vérifiait même certaines théories par elle-même. Mais ses efforts rencontraient souvent des obstacles inattendus. Pour sensibiliser le public, Shannon s'adressa aux entreprises locales et leur demanda d'afficher des informations sur Kirsten. À sa grande surprise, beaucoup refusèrent, invoquant la politique de l'entreprise. Ses tentatives de rencontrer le gouverneur de l'État échouèrent également. Sans perdre espoir, Shannon organisa un petit centre de coordination pour les volontaires. Leur tâche principale était de diffuser des informations et d'interagir avec les médias. Mais là encore, il y eut des problèmes. Certains bénévoles abusèrent de la confiance, d'autres profitèrent de la situation pour se promouvoir. Réalisant que son approche était limitée, Shannon décida de changer radicalement de stratégie. Elle alla à l'université, obtint un diplôme en criminologie
et commença à travailler dans la probation. Cette décision n'était pas seulement motivée par le désir de savoir ce qui était arrivé à sa fille, mais aussi par l'objectif de protéger d'autres enfants de dangers potentiels. Shannon était convaincue que la personne impliquée dans la disparition de Kirsten pouvait avoir un passé criminel. Son nouveau métier lui permettait de prévenir des incidents possibles liés à la libération de personnes représentant un danger pour la société. Depuis de nombreuses années, Shannon n'abandonnait pas l'espoir de trouver des réponses sur le sort de sa fille Kirsten. Elle examinait attentivement les informations sur des personnes au passé douteux vivant dans sa ville et ses environs, espérant découvrir un lien avec la disparition de Kirsten. Mais tous ses efforts étaient vains. Les autorités revenaient régulièrement sur cette affaire et envisageaient de nouvelles théories, sans succès. Avec l'aide de spécialistes du FBI, un portrait fut réalisé montrant à quoi Kirsten pourrait ressembler des années après sa disparition. Bien que l'espoir diminue à chaque jour, aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée faute de preuves concrètes. Un tournant inattendu dans cette histoire se produisit en 2014. Une femme se présenta à la police avec une histoire inhabituelle. Après la mort de sa grand-mère, en fouillant ses affaires, elle trouva un journal au contenu choquant. Il contenait la confession détaillée du fils de la grand-mère concernant la disparition de Kirsten Hadfield. Les entrées contenaient tant de détails que les enquêteurs ne doutèrent pas de leur crédibilité. Selon le journal, l'homme emmena Kirsten de sa chambre et la conduisit dans une ville voisine où il possédait une maison. Là, des choses difficiles à exprimer par des mots se produisirent. Le récit s'étalait sur plusieurs pages et était si troublant que même les enquêteurs chevronnés en furent profondément bouleversés. Ce qui était particulièrement inquiétant, c'était la mention que tout avait été enregistré sur bande vidéo. Cette information ouvrit un nouveau chapitre dans les enquêtes qui étaient restées au point mort pendant de nombreuses années. Bien que Shannon ait fini par presque accepter l'idée de ne pas retrouver Kirsten vivante, elle n'abandonna jamais complètement l'espoir de découvrir la vérité. Les autorités convoquèrent immédiatement le fils de la femme pour un entretien. Ils s'attendaient à ce qu'il nie, mais ses paroles les surprirent. Le jeune homme avoua sa participation à l'incident et déclara que tout s'était passé dans la maison de son ex-petite amie. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les enquêteurs envoyèrent une équipe de spécialistes pour examiner la maison. Les experts utilisèrent une substance spéciale qui brille au contact de la moindre trace de matière biologique, même si elle a été soigneusement enlevée. Le résultat choqua tous les présents. Un des spécialistes compara ce qu'il voyait plus tard à un sapin de Noël, affirmant que les traces se trouvaient dans toute la maison. Le plus surprenant était que la position des traces correspondait aux entrées du journal personnel. Après avoir collecté toutes les preuves possibles, y compris des échantillons du revêtement de sol et du papier peint, les spécialistes les envoyèrent pour analyse. Parallèlement, une fouille des environs fut organisée. Dans la maison, ils trouvèrent également une boîte contenant de nombreuses cassettes vidéo. En supposant que l'une d'elles pouvait contenir des informations importantes, les enquêteurs passèrent d'innombrables heures à visionner chaque enregistrement. Mais ni le matériel vidéo, ni la fouille de la propriété ne fournirent les résultats escomptés. Un rebondissement inattendu se produisit lorsque les experts achevèrent l'analyse des échantillons collectés. Il s'avéra que toutes les traces provenaient non pas d'un être humain, mais d'un animal. Ce fut un véritable choc pour les enquêteurs, qui étaient convaincus d'être proches de la solution. Au lieu de cela, ils se trouvèrent face à une nouvelle impasse dans l'enquête. La nature de cette étrange circonstance resta floue. Peut-être que quelqu'un cherchait à induire les autorités en erreur. L'histoire décrite dans le journal trouvé pourrait être le fruit de l'imagination d'une personne avec des perceptions particulières. Peut-être que l'auteur, après avoir lu la nouvelle de la disparition de la jeune fille, a créé tout un drame dans sa tête. Malgré cela, les enquêteurs n'ont pas perdu espoir de percer le mystère.
Cependant, pendant longtemps, il n'y a eu aucune nouvelle piste. Et jusqu'à l'été 2015, l'enquête a de nouveau stagné. Un regard neuf sur l'affaire Kirsten a été apporté par l'enquêteur Daryl Miller, à qui celle-ci a été récemment confiée. Il a décidé d'analyser minutieusement tous les documents disponibles. En les examinant, Miller a découvert quelque chose d'inattendu. Pendant toutes ces années, ses prédécesseurs avaient négligé des preuves importantes. Dans l'entrepôt se trouvaient des échantillons du rebord de la fenêtre de la chambre de Kirsten et de ses effets personnels, qui pour une raison quelconque n'avaient pas été envoyés pour analyse. Peut-être avait-on auparavant supposé que l'analyse ne fournirait pas de nouvelles informations. Miller a décidé de corriger cette erreur et a envoyé les découvertes au laboratoire. Les résultats étaient inattendus. Les 2 échantillons ne provenaient pas de Kirsten mais d'un homme inconnu. Ce fut une percée tant attendue. Mais bientôt, l'enquêteur a rencontré un nouvel obstacle. Le profil génétique obtenu ne correspondait à aucune donnée de la base de données du FBI. Cela pourrait signifier que la personne n'avait pas de passé criminel ou que ces données n'étaient là pas enregistrées dans le système. Mais Miller n'a pas abandonné. Il a décidé de recueillir des échantillons de tous ceux qui étaient impliqués dans l'affaire depuis le début. La police a dressé une liste et a recueilli des échantillons de chaque personne impliquée. Étonnamment, tous ont accepté volontiers de donner des échantillons, ce qui a amené les enquêteurs à penser que la clé de la solution pourrait se trouver en dehors du cercle connu. L'enquête s'est étendue sur de nombreuses années, et Miller avait déjà perdu espoir lorsque soudain, un appel tant attendu est venu du laboratoire. Les experts ont rapporté une percée inattendue. Un des échantillons correspondait parfaitement aux preuves trouvées sur les lieux du crime. Le propriétaire de l'échantillon était Anthony Palma, 56 ans, un voisin de la famille, qui vivait de l'autre côté de la rue. Il est remarquable que Palma ait été l'un des premiers à parler aux autorités le jour de la disparition. Il avait alors déclaré qu'il s'était réveillé à 3 heures du matin à cause des aboiements de son chien. Maintenant que de nouvelles informations étaient disponibles, les enquêteurs ont décidé de l'interroger à nouveau. Bien que les preuves disponibles suffisaient pour un procès, les enquêteurs espéraient obtenir des informations supplémentaires. Cela pourrait non seulement accélérer le processus, mais aussi aider à retrouver la trace de Kirsten dont le sort restait inconnu. Agissant prudemment, ils ont invité Anthony à un entretien sous prétexte de réinterroger tous les voisins pour recueillir de nouveaux indices. En réalité, leur objectif était d'obtenir de lui des déclarations plus détaillées. D'abord, les enquêteurs ont demandé s'il se souvenait de quelque chose d'autre cette nuit-là. Anthony a répété sa déclaration précédente, mais cette fois, il a ajouté un nouveau détail. Il avait vu une voiture blanche garée devant la maison de Kirsten, mais n'y avait pas attaché d'importance à l'époque. Lorsque les policiers ont demandé s'ils connaissaient personnellement Kirsten ou sa famille, Anthony a répondu qu'il les connaissait seulement en tant que voisins, mais n'avait jamais parlé directement à Kirsten. En discutant avec les représentants de la loi, l'homme se souvenait de ses bonnes relations avec les enfants du quartier au fil des années. Il racontait comment les enfants lui demandèrent de l'aide pour leur vélo ou venaient chercher des bonbons. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà visité la maison de la famille de Kirsten, il a répondu avec assurance qu'il n'y avait jamais été. Cette déclaration est devenue un moment clé de l'entretien. Compte tenu du fait que ces traces avaient été trouvées sur le rebord de la fenêtre dans la chambre de la jeune fille, ces propos ont suscité des doutes. Une telle contradiction pourrait jouer un rôle important dans la poursuite de l'enquête. Cependant, la situation était compliquée par le fait qu'un ami d'Anthony avait précédemment vécu dans cette maison et avait admis y être allé à l'époque. Mais les preuves trouvées étaient récentes. Pour aborder le sujet principal de la conversation, les enquêteurs ont parlé des découvertes dans la chambre de Kirsten et sur ses effets personnels. Anthony a continué à nier toute implication, affirmant qu'il n'avait jamais franchi le seuil de cette maison.
Ne parvenant pas à obtenir le résultat souhaité, les enquêteurs ont changé de tactique. L'enquêteur Miller est entré dans la salle avec une photo de Kirsten. La réaction d'Anthony a été inattendue. Il a repoussé la photo et a évité de la regarder. Miller a essayé de diverses manières de révéler des contradictions dans les déclarations d'Anthony. Mais celui-ci a fermement rejeté toutes les accusations. Il semblait qu'il savait qu'un aveu pourrait avoir de graves conséquences. Et il s'en tenait fermement à sa version des faits. Après une longue conversation, les enquêteurs ont décidé d'arrêter Anthony. Après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont fouillé minutieusement sa propriété, mais n'ont trouvé aucune preuve substantielle. Malgré les dénégations constantes d'Anthony pendant le procès, les preuves scientifiques étaient contre lui. Au cours de la procédure, de nouveaux détails sur le passé d'Anthony sont apparus, qui avaient été auparavant négligés. Il s'est avéré qu'il avait eu des problèmes avec la loi quelques années avant l'incident avec Kirsten. Fin 2017. Le verdict est tombé en défaveur d'Anthony et il a été condamné à une longue peine de prison. Cependant, l'endroit où se trouvait Kirsten restait inconnu, ce qui inquiétait particulièrement les enquêteurs. Shannon, la mère de Kirsten, n'a pas abandonné la recherche de sa fille. Elle rencontrait régulièrement Anthony en prison dans l'espoir d'obtenir des réponses. Chaque fois, elle avait l'impression qu'il était sur le point de divulguer des informations importantes, mais cela n'est jamais arrivé. Un rebondissement inattendu s'est produit au début de 2019, lorsque Anthony est décédé. Selon le surveillant, tous ceux qui entraient en contact avec lui avaient une opinion négative de lui en raison de ses actes. Avec sa mort, la famille de Kirsten a perdu le dernier espoir de résoudre cette triste histoire.